tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Zéro Excuse. Mon invité aujourd'hui, Grégory Fastré. Bonjour. Bonjour. Alors avec lui, on va parler d'une passion ou d'un sport où tout peut basculer en une fraction de seconde. Alors pour vous rappeler, Grégory Fastré, aussi connu sous le nom de Fast Grec dans le milieu de la moto, multiple champion Superbike, vainqueur des 6 heures moto de Spa-Francorchamps, vainqueur en Coupe du Monde, un titre européen. Bref, vous l'avez compris, il est l'un des grands champions de roues de notre arrondissement. Alors c'est le fil rouge de Zéro Excuse. L'invité précédent laisse toujours une phrase à l'invité suivant sans savoir spécialement qui il est. Alors c'est une phrase qui résume souvent un peu la façon de voir le sport ou alors peut-être une phrase qui l'a porté dans sa carrière. Le dernier invité, c'était Raphaël Daco, extra-trailer, et il a laissé cette phrase-ci. Je te laisse la découvrir. Alors, toujours avec plaisir, c'est ce qui résumait lui vraiment sa carrière d'extra-trailer et c'est comme ça un peu qu'il voyait ses courses. Est-ce que ça résonne en toi, une phrase comme celle-là? Pour toi, le plaisir et le sport, ça va forcément de pair? Honnêtement, c'est pratiquement une obligation. Parce que si tu n'as pas de plaisir, bah, tu ne fais pas de résultat. Parce qu'une fois que tu as du plaisir, bah, tu ne comptes pas tes heures et puis tu prends du plaisir à rouler en moto et faire... Non, franchement, c'est une très belle phrase. Tu as toujours pris du plaisir en moto depuis toujours? Oui, et j'avais toujours dit que si j'avais plus de plaisir à rouler, j'arrêtais. C'était vraiment ma priorité, c'était prendre du plaisir pour... parce que, bah, ouais, on le voit bien par rapport à l'accident, j'ai pris beaucoup de risques à certains moments. J'en ai jamais pris de trop, mais c'était toujours du plaisir à faire la moto, même si toujours après 24 heures, tu te dis pourquoi je les ai fait, parce que c'est hyper fatigant, mais non, vraiment, vraiment important. Et on va revenir évidemment sur tout ça, sur l'accident notamment. Mais avant ça, avant de débuter, on va un peu redémarrer à tes débuts, si tu veux bien. Est-ce que la moto a toujours fait partie de ta vie? Eh ben oui, parce qu'à l'âge de 3 ans, j'ai eu une petite Italjet, parce que c'était l'époque des petites Italjettes, où j'allais au domaine de Bulstein. J'allais rouler là parce qu'on avait droit à l'époque macaron sur le casque et tu pouvais aller y rouler tous les jours. Alors j'y allais quand même souvent. Et c'est de là que j'ai pris, mais jamais de compétition, jamais que du plaisir. Parce que mes parents avaient fait de la compétition à l'époque quand ils étaient jeunes. Ils savaient ce que ça coûtait. Et ils m'ont dit, on n'a pas les moyens de commencer à faire la compétition. Et c'est pour ça que c'est arrivé super tard, à l'âge de 16 ans, où là j'ai vraiment commencé, je veux dire, les courses. Mais avant ça, c'était que du plaisir à rouler dans les champs, sur le terrain. Et puis... T'étais quel gamin à ce moment-là, sur une moto et même en dehors de la moto? J'ai toujours été un gamin assez discret, sage. Voilà, à l'école, par exemple, je me mettais toujours devant. Comme ça, je n'étais pas trop perturbé par les autres. J'écoutais et puis voilà. Non, pas du tout gamin de merde. Juste le plaisir de jouer dehors tout le temps. Une autre génération que maintenant, je veux dire, où on est plus à l'intérieur et ça. Mais non, vraiment tout le temps à jouer ballon, moto, vélo. Et sur la moto, plutôt fonceur Je ne saurais pas. ou prudent? Je pense que j'étais quand même réfléchi. Je veux dire, oui, je fonçais, oui, mais j'étais quand même réfléchi. Et j'ai toujours été réfléchi sur toute ma carrière. Parce que j'ai jamais surpiloté. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. J'ai eu la chance d'avoir du talent. Et peut-être que ce talent-là m'a pas fait forcer et peut-être foncer pour y arriver. Parce que j'avais cette chance-là. Ça a été vraiment, je pense, mon gros point positif que j'ai eu en moto, c'est d'avoir du talent et pouvoir jouer là-dessus. Et tu as découvert quand justement ce talent? Sur le tard ou bien déjà avant la compétition, autour de toi ou même toi, tu t'es dit, bah oui, en fait, il y a quelque chose, quoi. Non, parce que le problème, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas trop d'encadrement pour la moto. Il n'y avait pas des gens qui te regardaient en disant « Oh, il est vraiment bon ». C'est vraiment à partir de 16 ans où là, j'ai commencé les courses scooters, où là, on m'a dit « Ouais, il y a quelque chose, franchement, il arrive, il gagne la première course, il fait ça ». Oui, mais avant ça, non, parce qu'on allait, comme je dis, au domaine de Bulstein. Tu le connais bien, je veux dire, c'est un petit domaine qui est grand, mais je veux dire, une fois que tu es passé la barrière, tu es tout seul. Ouais. Puis tu vas te promener, il n'y a personne qui te regarde. Limite, tu croises deux chevreuils et puis de temps en temps, tu croises une moto. À l'époque, je crois. Oui. Et puis tu revenais, tu avais passé une super journée, mais tu n'avais pas d'encadrement pour dire, ben voilà, lui, il est vraiment très, très fort. Vu que je n'ai pas fait du motocross et à cette génération-là, je veux dire, dans les années 86, on va dire 90, ben, c'était vraiment le motocross qui portait. Et là, oui, il y aurait peut-être quelque chose, mais mes parents ne voulaient pas que je fasse de la compétition.
Et pas du motocross non plus? Toi, c'est pas quelque chose qui t'attirait, le motocross? Si, j'en ai fait quelques courses, je veux dire, mais vraiment quelques courses, je pense que j'en ai fait 3 ou 4, c'est grand maximum. J'ai pris du plaisir, mais voilà, non, c'était pas du tout. Moi, je faisais de la moto pour m'amuser. Et à quel moment, justement, il y a ce déclic de passer en compétition et de dire aux parents, bon, ok, vous ne vouliez pas, mais finalement, maintenant, je fais de la compétition. Eh ben, on avait déménagé, on était parti sur Rethine à un moment où là j'ai habité là et là j'avais la chance d'avoir le terril derrière où je roulais tout le temps parce qu'on allait, Georges Aubé allait rouler aussi dessus parce qu'on était vraiment juste derrière le terrain de chez Georges. Et, euh, et je pense que c'est vraiment en allant à l'école, j'ai mon copain qui faisait des courses de scooter déjà et qui m'a dit ah ton scooter tu ferais bien des courses avec moi, il y a une course dans un mois, t'as qu'à finir et ça. Et il gagnait tout à lui. Et Michael, c'était vraiment un copain. Et je dis, ah, ouais, ok. Je demandais à mes parents. Les parents ont dit, bah, qu'est-ce qu'il faut? Bah, ouais, avec le scooter que je vais à l'école, c'est bon. Mhm. Et mon père m'a dit, bah, je vais le préparer. On l'a préparé. Et c'est là où on a fait la première course. Où je sais que tout le chemin, ma maman me disait, ah, tracasse pas, si ça va pas, si tu gagnes pas, ou même si t'es dernier, le plus important, c'est de participer, de commencer. Ouais, mais tout le chemin, hein. Parce qu'il faut imaginer qu'on partait avec le break, avec la petite remorque, tu vois, j'ai avec le pack frigo. Ouais. Et tu vas là, tu descends, et puis tu fais, ouais, bah, on verra bien, ouais. Tu es un peu stressé, mais c'est normal. Et puis la course fait que je gagne, mais franchement facile. Et puis je gagne toute la saison. Et c'est là que je me suis dit, bah, c'est amusant et pourquoi pas continuer. Mais on parle du scooter. Le scooter, je veux dire, c'était à 50 cm3. Oui. Je savais même pas qu'il y avait des courses moto. Tu vois? Ah oui. Je n'étais pas. Oui, c'était pas quelque chose qui t'attirait Non, tu sais, plus que ça à ce moment-là, quoi. Agostini, ben, je l'ai déjà entendu Oui. par mes parents, mais après, je savais même pas qu'il y avait des courses sur circuit parce que j'avais jamais été voir mes Maspa ou quoi, toi. C'était vraiment très tard, toi, vraiment Ah oui. très tard et sans être mordu par passion en disant, bah oui, j'ai tout revu la TV, je les connais tous. Oui, c'est ça. Tu sais, même à l'heure actuelle, les courses de MotoGP, Tu ne les regardes pas. si, je les regarde, mais c'est pas parce qu'elles passent maintenant, je dis, il faut que je regarde, non. Oui, c'est ça. Je les regarde après, je fais, oh ouais, puis voilà, tu vois. Oui, oui. Et qui est tombé, je me tracasse vraiment pas. Franchement, non. J'ai cette chance-là de pas être mordu à ce point, tu vois. Et là, tes parents alors ont alors compris que la compétition allait finalement prendre place dans ta vie? Ou bien ça a mis encore un petit peu de temps, encore une ou deux courses après? Ça a mis, je veux dire, je veux dire, une saison après. J'ai fait, on va dire, 2 saisons de course de scooter. Première saison, je l'ai fait tout seul, tu vois, je dirais avec mes parents. Deuxième saison, mon papa a repris mon ancien scooter et moi j'ai repris à nouveau et lui il faisait les courses avec nous. Ah oui. Et lui, il était en 70 cm3 et moi je roulais en 50. Et alors il a fait toute la saison, je me suis dit, je fais le chemin avec vous, alors autant que je roule avec vous. Autant s'amuser Alors lui, aussi. il a fait, il s'est bien amusé. Et puis, à partir de là, c'est à partir de là que j'ai connu quelqu'un qui m'a dit, ah, il faut que tu fasses franchement le championnat de Belgique en vitesse. Et là, on regardait pour la catégorie, c'était Kawasaki Z400 RR. C'était la coupe qu'ils faisait à ce moment-là. On a pris nos renseignements, on a fait un peu tous les garages qui faisaient Kawasaki, Coleman, et puis 2, 3 autres. Et qui nous dit, attention, c'est la dernière année qu'ils vont le faire. Et d'ici tu commences, ben, c'est embêtant parce qu'il faudrait que tu puisses au moins le faire sur peut-être 2 ans ou 3 ans. Si tu le fais que sur la première année, ça va peut-être fonctionner, comme ça ne fonctionnera peut-être pas. Oui. Et alors, on est parti sur la Coupe Aprilia 250, qui, elle, était déjà, je vais dire, depuis, je pense, 3 ans, et on savait qu'elle allait continuer. Alors, on est parti sur l'Aprilia 250, où on a quand même été la chercher chez Roger Kuckelman. Et c'est de là qu'on a, je veux dire, vraiment démarré. Et qu'on s'est dit, bah oui. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des courses moto sur circuit, tu vois. Et c'était chouette, franchement. Même si les circuits, c'était beaucoup des circuits routiers. Tu vois, je veux dire, parce qu'on roulait à Wii, et puis on roulait à Ostende, et plein de circuits, on va dire, routiers, comme ils appelaient ça. C'est ça. Et puis on roulait une fois sur Spa et sur Zolder. Mais tout le reste, c'était des circuits dans les zonings. Mais j'ai pris du plaisir. Finalement, la vitesse et puis l'endurance après, c'est un peu venu par hasard. Alors du coup, c'est vraiment en découvrant au fur et à mesure les compétitions. Oui, mais quand j'ai commencé la Coupe Aprilia,
Euh, je veux dire, on a fait j'ai eu la chance d'avoir Olivier Bourse, qui lui avait roulé avant, je veux dire, dans les années, je pense, 80-90. Et c'est lui qui nous a vraiment aidés. Il habitait Soumagne. Et je veux dire, il avait un petit garage moto. Et c'est de là qu'il nous a dit, ben voilà, on va d'abord aller s'entraîner. On allait s'entraîner à la Montagne de Fer. C'était à Lézenne en France. Mhm. C'était un circuit permanent où tu payais pas grand-chose et tu pouvais aller rouler quand tu voulais. C'est là qu'on allait rouler. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le genou par terre. Et puis commencer à évoluer parce que tout ça, j'avais jamais appris. Oui, c'est ça. Et j'ai personne qui m'a vraiment euh, aidé sur la position, sur le C'est ça, t'as comment appris rouler. sur Tu le vois. tas, quoi. Oui, j'ai appris vraiment sur le tas. Mais comme je l'ai dit au début, je pense que j'avais vraiment beaucoup de talent Mhm. et que j'ai pu travailler là-dessus pour comprendre, pour me dire, OK. Mais qu'on revienne sur le début de la prière, ben, tout simplement, ben, tu sais, la moto ben, passe du 50 cm3 à 250. C'est déjà très compliqué. Et puis, je découvrais tout. Il y avait des circuits, ça allait à plus de 200 km/h. Mhm. Déjà, même si c'était le maximum, peut-être, parce que la prière n'allait peut-être pas beaucoup plus vite. Mais j'apprenais tout. Mais alors, j'ai aussi appris à tomber. Parce que je tombe pas souvent, mais je crois que j'ai été un petit peu repris par la vitesse où j'ai démarré. Parce que ça a tellement bien démarré dès le début. Mhm. Je me suis retrouvé devant, mais c'était pas ma place, tu vois. Oui. Je veux dire, quand tu démarres, tu dois être, on va dire, milieu de peloton. Et puis après, tu fais ta saison un petit peu, tu découvres. Et ici, dès le départ, je prenais super bon départ. Et quand je tournais, j'étais 2 ou 3e ou premier. Mhm. Mais le problème, c'est que tu te sens porter Oui, des ailes. Et puis, c'est ça. à Chimay, ben, j'ai été porté un peu par les ailes parce que je suis monté en l'air et je me suis écrasé dans le rail. Bon, je me suis fait une foulure au poignet, un petit peu la cheville, mais j'ai été bloqué un petit peu moment et c'est là que j'ai découvert que ça faisait mal aussi, la Oui. moto. Oui, oui, l'air de rien, ça peut faire très mal. Alors les gens, évidemment, voient la vitesse, hein. Quand on dit on fait de la moto de vitesse, on a forcément l'image. L'endurance moto, en quoi est-ce différent de la vitesse pure? Alors, je veux dire, quand tu dis ça, oui et non, parce que maintenant, l'endurance, c'est de la vitesse pure, chaque relais. Toi, c'est 1 heure, tu es à fond, tout le temps. Sauf que tu es 3 pilotes et que tu es une équipe autour. Mhm. Ça veut dire que toi, tu dois être capable aussi de rouler à 90% pour ramener la moto, autant pour l'équipe que pour ton coéquipier, toi. Mhm. Tu peux pas prendre des risques quand tu roules en superbike Mhm. ou en vitesse pure, et là, tu te dis, ben, il faut que je sois devant, et puis si je C'est ça. tombe, ben, tant pis, j'irai on roulera la prochaine course. Mhm. Ici, il y a tellement d'enjeux de faire la course complète que c'est important de faire attention, toi. Mais moi, l'endurance, elle est arrivée, je veux dire, si je dis pas de bêtises, c'est en fin 2004, tu vois. Mhm. Ouais, 2004, puisque en 99, j'ai commencé vraiment la compétition. En 2001, ben là, j'ai vraiment pris du plaisir, j'étais champion de Belgique. Puis, je suis parti en Europe, où là, j'ai découvert des circuits, parce que je ne sais pas si tu peux te rendre compte, mais entre rouler, je veux dire, à Oui, qui était dans la ville, et Oui. rouler entre l'eau et les rails et de ça, ou au Stade, qui était sur le port, je veux dire, et puis tu te retrouves, je veux dire, à Assen ou En circuit à fermé. Barcelone, ou des Ouais. trucs comme ça, où c'est hyper... Mais j'étais vraiment perdu. Sincèrement, Mhm. j'ai été... Les premières courses, j'étais perdu, tellement que c'était grand. C'est ridicule hein, quand je dis ça, Mhm. mais c'était vraiment, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? La piste, elle fait 4 mètres de large. C'est ça. Je vais jamais y arriver, toi. Ouais. Et puis ça s'est très bien passé. Je veux dire, quand je faisais c'était la Boxer Cup, c'était une coupe de BMW, toi, Mhm. où tu avais beaucoup de pilotes internationaux qui roulaient. Et c'était l'équipe belge, elle avait, je pense, 6 pilotes. Mhm. Il y avait, on était 3 francophones, wallons, et des néerlandophones, il y en avait 3 aussi. Et puis on a fait toute la saison comme ça en international, où là j'ai vraiment appris l'évolution. Moi je me suis retrouvé avec des Randy Mamola, des Stéphane Mertens, il y avait Sébastien Level. Et moi j'apprenais toujours, parce que ça faisait que 3 ans Mhm. où je veux dire, où je commençais à rouler. Alors, mais j'ai réussi à super bien démarrer, même si j'ai galéré pendant les courses, parce que c'est hyper compliqué, le stress, le départ. Et puis j'ai réussi à faire la pole position à Assen. Et c'était toujours en ouverture de Grand Prix. Alors on était, il y avait du monde, Ah j'ai oui. dans les tribunes et ça. La course s'est bien déroulée, mais voilà, j'ai bien démarré. J'ai démarré dans les premiers jusqu'au premier virage. Je me suis retrouvé vite 3 4e.
qui était ma place entre 5 et 10. Ma place n'était pas du tout devant, tu vois. Je dirais, il fallait que j'apprenne encore. Et j'ai continué à apprendre. Et c'est de là, après, que j'ai continué à grandir, prendre beaucoup d'expérience. Et puis, c'est en 2004 où là, j'ai fait le championnat d'Europe Super Stock en 1000 avec Kenan Sofoglou, qui lui a été multiple champion en Super Sport après. Et je me battais franchement avec lui. Et la dernière course qui était à Manicourt, eh ben, 15 jours après, c'était les 24 heures du Bol d'Or, qui était à Manicourt aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'endurance avec Mario Cuper, KM Moto, qui lui m'a dit « Ah ben Greg, c'est un team français, mais on aimerait bien avoir des pilotes belges dans l'équipe. » Il y avait, je veux dire, Michael Weinand, qui est germanophone, et moi. Et puis le troisième, à ce moment-là, je ne sais même plus qui était avec nous. Mais voilà, on a fait une très belle course. Je crois qu'on finit, c'est 2 ou 3e en stock. Vraiment parfait pour la première course qu'on faisait. Le team, ça faisait déjà, je crois que c'était 6 ans qu'ils roulaient. Ils n'avaient jamais fait de résultat. Et nous, on arrive avec l'équipe, avec Mario, et on fait directement podium. Eux, ils étaient heureux. Et moi, plus encore heureux, parce que c'était le commencement de ma belle carrière que j'ai fait. Ouais. Et mentalement, qu'est-ce que ça te demande, l'endurance, plus qu'une course vitesse plus classique? Classique en endurance ou, je veux dire, championnat du monde d'endurance, c'est fort similaire. Parce que mentalement, tu dois être concentré tout le temps. Et puis, c'est surtout être en forme physiquement. Tu vois, je veux dire, mais j'avais encore une chance, c'est d'avoir fait énormément de sport quand j'étais jeune, tu vois. Et alors, j'ai toujours été sur mes acquis. Je pense sincèrement que j'ai été assez professionnel pour pouvoir avoir fait toute la carrière que j'ai faite, mais j'étais quand même fainéant. Franchement, fainéant au niveau de sport, ouais. C'est ça. J'aimais bien faire mon VTT, j'allais faire mon VTT, mais je n'allais pas faire de la salle et de ça. J'aurais dû faire. Avec le recul, j'aurais certainement été encore, peut-être encore un tout petit peu plus fort, mais j'avais tellement la chance d'avoir ce talent que je compensais. C'est ça. Tu voyais pas la nécessité d'en faire plus au sport, quoi. Ouais, et ça, c'est un peu... Il n'y a rien à faire quand t'es jeune, t'es con. Et je veux dire, tu te dis, il n'y a pas de joie. Mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça, toi. Et tu te dis, mais non, ça, y a pas, ça veut dire que ça marche. Et vu que ça marchait, pourquoi, tu vois? Oui. Et c'est là que je me suis rendu compte, après, mais quand t'es plus vieux, que t'es un peu, tu te dis, là, maintenant, il faut commencer à travailler. Là, c'est dur. Mais pourtant, pour tenir une course de 24 heures, par exemple, physiquement, il faut pouvoir tenir le coup. Comment est-ce qu'on la prépare, justement, une course comme celle-là, mentalement, tant mentalement que physiquement? Alors, physiquement, comme je dis, je faisais beaucoup de VTT, alors ça entraîne beaucoup, tu vois, le VTT, tu as quand même le cardio. Musculairement, c'est comme une moto, tu pédales, mais tu fais aller tes bras et ça. Ça, physiquement, j'arrivais franchement à être bon. Et puis, je crois que, comme je dis, et je redirai encore, et je me répète, c'est la chance de pouvoir avoir le talent, et je ne forçais pas. Tu vois, j'avais la chance de rouler vite sans me fatiguer. C'est ça. Parce que j'avais des coéquipiers qui étaient même plus jeunes que moi, mais qui étaient toujours en train de se battre avec la moto. C'est ça. Et eux étaient plus fatigués que moi, à la limite que moi, ça se passait super bien. Alors oui, mentalement, j'avais très dur souvent la première partie, je veux dire, du départ, parce que le stress qui me prenait énormément d'énergie. Pourtant, j'en avais déjà fait un paquet. Mais ça m'a toujours pris de l'énergie. Ah oui. Et puis après, sincèrement, nickel. Franchement, j'arrivais à... Je mangeais pas trop. Je mangeais ce qu'il fallait au niveau des pâtes. Mais par contre, j'ai jamais trop dormi. Tu vois, sur 24 heures, je dormais pratiquement pas. Je dormais au niveau, sur la table du kiné, pendant 20 minutes maximum. Ah oui. Une micro-sieste quand même, travaillait. Mais sinon, je n'ai jamais dormi. Et c'est peut-être aussi ça qui me faisait que je n'étais pas trop un petit peu bateau avant de démarrer. Et toi, j'étais toujours en forme parce que j'étais toujours dedans. Après, oui, quand la course est finie, là, tu restes pas longtemps, tu dors déjà. Mais sinon, ouais, c'est peut-être ça, le fait de ne pas dormir. Ah oui. Et l'endurance, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment aussi une histoire d'équipe derrière tout ça. Elle joue quel rôle, justement, cette équipe, dans une performance individuelle, le temps que ce soit toi sur la moto? C'est quoi le rôle de cette équipe? Ça t'a porté, toi, justement, d'avoir un rôle d'équipe derrière? Surtout une famille, tu vois, parce que c'est une famille. Tu vis avec eux toute la semaine, 24 heures sur 24. Que ce soit le cuistot,
Quand tu arrives, tu te dis, j'aimerais avoir des pâtes blanches avec une viande blanche et qui te dit, bah, attends, 10 minutes, je la fais tout de suite. Mais il est aussi important que le mec qui met la roue au moment que tu vas au ravitaillement, tu vois. C'est vraiment une équipe complète et c'est ça qu'il faut arriver à se dire, c'est qu'en endurance, et ce qui est magnifique pour moi, c'est que la famille, bah, je veux dire, autant le cuistot que le panoteur, que le mécanicien et que tes coéquipiers, bah, ils ont tous la place très importante dans la chaîne. Tu vois, Et moi, je me suis toujours bien entendu avec tout le monde, c'est facile. Et le fait de se sentir bien, ça te porte énormément. Parce que quand tu te sens bien dans l'équipe, que tu n'as pas de pression, qu'on sait qu'on ne te met pas une pression. Ça roule tout seul. Ouais. Et ça m'est arrivé d'arriver dans des équipes où il y avait une pression. Ben, j'ai pas trop apprécié. C'est ça. Je me sentais pas super bien. Si je dois me remettre à pilote MotoGP à l'heure actuelle, je me mettrais comme Zarco, tu vois. Où lui, je veux dire, il se sort bien que quand il y a une équipe où, C'est ça. je veux dire, limite famille, tout se passe bien, ouais, là tu te sens vraiment, tu te sens porté et tu fais des super résultats. Alors, t'en parlais évidemment au début de cet épisode, le rapport un peu au danger, et on va parler de ça ici maintenant. On sait que le sport moteur, il y a des risques, peut-être parfois plus de risques que des sports plus classiques. Comment on gère la peur dans un sport comme celui-là? Tu le disais toi-même au début, t'avais peut-être un peu peur, enfin en tout cas, tu ne voulais pas aller au-delà de tes limites pour ne pas créer justement de chute, etc. C'est toujours quelque chose que tu as géré de manière particulière, ça, la peur sur la moto? J'ai jamais aimé abîmer mes affaires. Et le fait de ne pas vouloir abîmer, tu prends pas. Je veux dire, tu sais, tu tombes, directement, tu as ton cuir, la moto est abîmée, le casque, etc. J'ai toujours fait super attention à mes affaires, à ce niveau-là. Et je crois que j'ai jamais surpiloté, justement, parce que je ne voulais pas prendre ce risque-là. Et comme je te l'ai déjà dit, aussi, c'est que j'ai eu la chance de ne pas devoir prendre ces risques-là, toi, pour être devant. Les quelques fois où j'ai dû prendre un peu plus de risques, je n'aimais pas, tu vois, parce que c'était pas moi. Je faisais des erreurs de pilotage, parce que j'essayais de surpiloter et ça ne marchait pas. Et un sport à risque, oui, c'est sûr, mais je pense qu'il y a plus de blessés au foot qu'à la moto. C'est ça. Je sais que toi, tu suis énormément la moto, que ce soit sur un motard, que ce soit n'importe quoi. Il y a des blessés, c'est vrai, mais honnêtement, quand tu vois le nombre... Parce que l'accident, parfois, est peut-être plus impressionnant. C'est ça qu'on le sûr, retient. parce que quand tu tombes, la plupart du temps, tu tombes avec 2-3 autres. Alors, ça fait vite un nœud dans le bazar. Tu te dis, il est où la moto là, ok, il est là. Mais au foot, quand tu vois le nombre de blessés qu'il y a, c'est vrai que c'est souvent des genoux. Mais il y en a limite plus que nous, tu vois. Et on est super bien, à l'heure actuelle, hein, je parle bien maintenant, hein, parce que ça a super évolué, mais on est super bien protégé aussi. Et quand tu montes sur une moto, tu acceptes quand même consciemment ce danger qui pourrait arriver quelque chose? C'est jamais passé dans ma tête. Ah oui. Je suis jamais parti en me disant, je vais peut-être pas revenir, toi. C'est ça. Ça m'est jamais traversé l'esprit. C'était volontaire peut-être? Que ça ne te traverse pas l'esprit? Je pense que c'est ça. Si tu le penses, tu vas jamais aller il manquera encore quelques dixièmes, toi. La seule course que j'ai jamais voulu faire, c'est le TT, le Tourist Trophy. J'ai été invité à plusieurs reprises avec, franchement, des primes de départ, vraiment beaucoup d'argent. Mais là, je savais que c'était très compliqué. C'était pas compliqué de rouler sur ce type de route parce que nous, on le faisait déjà. À tes débuts? Oui. Tout ce qui était, on va dire, Chimay, Métais, Erpemer, Ostende, oui. C'était exactement la même chose, mais en plus petit. Je veux dire, tu faisais le tour, on va dire, en 2 minutes 30, on va dire comme ça. Et le Tourist Trophy, il te faut 25 minutes. C'est ça. Je veux dire, et le problème, c'est que le circuit est tellement grand que tu ne connais pas par cœur. Et quand j'ai parlé avec je veux dire, ceux qui gagnaient les courses à ce moment-là, il dit qu'il faut venir 4 à 5 fois avant de pouvoir penser à rouler vite et être devant. C'est ça. Ah oui. Mais tu vas 4 fois. Qui, moi, je veux dire, n'ai jamais eu la patience d'attendre en me disant oui, je vais apprendre l'année prochaine, ça va aller mieux. Non, il fallait que ça aille directement bien. J'aurais jamais su. Je sais que j'ai les copains qui l'ont fait. Par chance, ils sont bien revenus. Ils n'ont pas eu d'accident grave. Mais non, je ne voulais pas parce que là, je savais que j'allais prendre un risque parce que c'était pas assez préparé. Tu ne le contrôlais pas assez. Oui.
Et ta famille, dans tout ça, elle le vit comment? Alors on sait, forcément, ils ont fait de la compétition, donc le risque, ils le connaissent peut-être aussi. Ils le vivaient bien, ça, par rapport à la vitesse et à l'endurance? Je crois que non, parce que quand t'es parent, quand tu vois le gamin Mm. partir sur la piste et que tu sais qu'il y a toujours un risque, même s'il savait que j'allais pas prendre de risque inconscient, mais il y a toujours l'aspect que, ben voilà, comme j'ai pu avoir à la fin, un problème technique ou quelqu'un d'autre qui irait t'accrocher. Mais dans le fait, ma mère, ben, parce que c'était ma maman et mon papa qui venaient souvent, et mes meilleurs amis, mais eux, ben, voilà, ma mère, elle devait partir au bout du circuit pour être toute seule, fallait on ne pouvait pas lui C'est parler. ça. Enfin, quand c'était fini, ça allait, mais Mhm. voilà, mon père, lui, ça allait. Lui, ben, je ne vais pas dire qu'il s'en foutait pas du tout, mais je Il avait une autre manière ouais, de il gérer était ses cool, lui, tu émotions. vois. Ouais, ouais. Et il se tracassait beaucoup moins. Il me dit, ben, voilà, elle avait confiance. Il se dit, ben, ça, il fera ce qu'il fera et puis on verra bien. Mais voilà, je crois que j'avais mon meilleur ami Eric, qu'on connaît, et je veux dire, qui lui était certainement plus nerveux. Toi, lui, il était vraiment super nerveux. Mhm. Je veux dire, il m'engueulait tout le temps. Il fallait que j'aille plus vite, il fallait que je fasse ça mieux. Lui, je mettais souvent, mettais pas une pression, mais je savais que j'allais me faire gronder si j'avais pas bien fait. Alors, on va revenir aussi dans un moment sur cet accident au Mans. Avant cet accident-là, est-ce qu'il y a eu des accidents qui t'ont fait peur? Oh, sincèrement, non. Non. J'ai eu des chutes, oui. Mhm. Pas trop, sincèrement. Je veux dire, j'ai eu un bassin fracturé parce que j'ai glissé bêtement, mais j'ai retraversé la piste. Et le deuxième, parce que à ce moment j'étais premier, le deuxième n'a pas su m'éviter. C'était la moto ou moi, et puis à un moment, ben, il s'est retrouvé devant moi et il Ouais. m'a roulé dessus. Mais je veux dire, voilà, j'ai une fracture du bassin, je crois que c'était 4 fractures, mais sans déplacement. Mhm. Alors oui, là, j'ai stressé pendant quelques secondes, parce que je ne Ouais, faut sentais bien plus mes croire. jambes, tu vois. Ouais. Non, parce que ça va tellement vite que... Oui, oui. Mais c'est au moment que je ne sentais plus mes jambes que je dis, ah, puis après c'est revenu. Et là, ça a été, et puis ça s'est fait super vite. J'ai pu remonter assez rapidement sa moto. Mais sinon, des accidents qui m'ont fait peur, qui m'ont fait réfléchir, non. Parce que tu dis ça de manière très, très simple et naturelle, et pourtant, je suis sûre que les gens qui vont nous écouter vont se dire, oh, attends, il y en a quand même un qui lui a roulé dessus, et il a l'air de le prendre tout à fait, Mais non, mais tout à fait bien, et enfin, voilà, des faits de course pour toi, évidemment. ben oui, et puis je veux dire, c'était le pas de chance, tu vois. Mhm. C'est pas comme si j'avais fait le saut ou le con avant, je veux dire, en disant, ouais, non. Hein, j'ai bêtement glissé, l'autre n'a pas su m'éviter. Ah, ça s'est fait comme ça, mais je veux dire que c'était pas non plus dramatique, tu vois. Je veux dire, Mhm. ça s'est fait rapidement. Et je n'ai jamais eu d'accident euh, où je me suis dit, ouh, là, j'ai vraiment eu mal, où ah, maintenant, je vais faire attention. Mhm. Non, bah, sinon, j'aurais arrêté. Je pense que j'aurais vraiment arrêté la moto. Parce que une fois que tu commences à réfléchir, ça va plus. C'est plus le bon plan. Non. Parce que tu commences à te poser des questions. Mhm. Alors, tu vas dire quoi? Est-ce que justement, ils ont bien serré la roue? Tu ne saurais pas quand tu roules à 300 km/h. Tu vas penser à ça, tu ne roules plus, tu vois. Ben, on en vient justement au Mans. C'est un peu le jour, évidemment, où tout bascule pour toi. Déjà, est-ce que tu te rappelles de cet accident? Et si oui, de quoi est-ce que tu te rappelles de ce jour-là? Ben, de l'accident, rien du tout. Si tu me demanderais même maintenant, euh, est-ce que tu veux refaire de la moto? Est-ce que ça irait? Je te dirais oui. Parce que moi, Mhm. j'ai pas vécu l'accident. C'est ça. Tu vois, oui, j'ai vécu l'accident après. Après, ouais. Les douleurs, d'être bloqué, je veux dire, d'avoir des broches à tel endroit et ça, une prothèse et ça. Oui, mais mentalement, je n'ai pas vécu l'accident. Pour moi, demain, je roule aux 8 heures à Spa, je peux rouler avec les autres. Mhm. Je sais que... Mais pour moi, il n'y a rien s'est passé C'est où je ça. pourrais me dire, bah oui, j'ai... Non, c'est ça qui est fou. Le seul truc que je me rappelle, et c'est vraiment le fait d'avoir contrôlé si j'avais bien activé mon airbag Mhm. sur la moto, je veux dire, au niveau de ma combinaison, avant de démarrer. C'est tout, parce que c'était une toute nouvelle combinaison, parce que c'est la première course de la saison, les 24 heures du Mans. Et j'avais reçu mes nouvelles combinaisons, et j'avais regardé, voilà, je validais si tout était bien enclenché avant que je démarre, c'est tout. Après, trou noir. L'occasion peut-être de rappeler ton accident pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Euh,
Problèmes techniques, problèmes mécaniques qui font que finalement la moto, tu ne la contrôles pas et que tu te prends un choc d'une violence quand même extrême. Oui, en réalité, c'est le disque de frein qui explose à l'avant. C'est vrai qu'on en a deux, mais je vais dire, c'est ça aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais faut pas oublier une chose, quand tu fais de la compétition comme on fait, c'est pas la même chose que rouler, je veux dire, même sur circuit en tant qu'amateur. On va dire, en tant qu'amateur, tu vas freiner à 200 mètres. Et pour te mettre en sécurité, tu freines, tu te dis, voilà, je ralentis assez, je suis bien. Mais quand tu fais ta compétition, tu vas freiner à 100 mètres. Oui. Mais le problème, c'est quand tu freines, c'est le dernier moment, parce que après, si tu freines même, dire 20 mètres après, c'est déjà trop tard. Tu vois. Et ici, au moment où je prends les freins, le frein explose. Mais le souci, c'est que je n'ai pas la possibilité de réagir beaucoup parce que je suis déjà dans le virage. Et oui, j'ai la chance de pouvoir freiner du frein arrière, du frein moteur. Et le seul souci, c'est que j'ai essayé de chercher, je vais dire, le point le plus loin possible, d'après ce que je peux comprendre de ce que j'ai vu sur la télémétrie, autant de la combinaison, parce que sur la combinaison, on a une télémétrie avec l'endroit où tu passes et tout, et la télémétrie de la moto, et les caméras que je n'ai pas vues, les caméras, mais j'ai revu la télémétrie après. Et je vais le plus loin possible, et le plus loin possible, c'est l'entrée des commissaires. Ils appellent ça le sifflet. Ça veut dire des rails de sécurité qui sont décalés pour que les commissaires soient en sécurité. Et j'ai été m'écraser là-dedans, je vais dire complètement, je dirais apparemment, d'après ce qu'on a vu à la TV et la télémétrie, je saute de la moto un tout petit peu avant de m'écraser pour essayer d'être hors de la moto pour l'impact. Mais le pas de chance que j'ai, parce que c'est vraiment le pas de chance, c'est que au moment que je saute de la moto, je suis la moto. À droite, je veux dire, et à gauche, à 1 mètre près, je suis dans les coussins gonflables. Et là, sincèrement, je te dirais, je roulerais certainement toujours maintenant. Et je vous dis, il m'est arrivé une couille. J'ai eu le frein qui a explosé, mais voilà, j'ai sauté de la moto, je me suis écrasé dans le coussin. C'était chaud, tu vois. Et ici, pas, j'ai suivi la moto et le seul endroit où il n'y avait pas de coussin gonflable, ni de pneus, c'était l'entrée des commissaires où je me suis écrasé. Mais moi, je m'en souviens pas du tout. Et c'était à combien de kilomètres? Alors, apparemment, l'impact en lui-même, je crois que c'est 95 km/h, zéro. Au moment où je prends les freins, je sais que je suis à 256 km/h au moment où je prends les freins, tout dans le genre. J'arrive à ralentir jusqu'à 120 avec le frein moteur. Et puis, je saute de la moto et je m'écrase plus ou moins à 90. Mais 90-0, ça fait 27 G. Apparemment, je ne veux pas dire que c'est le maximum pour que le corps, avant qu'il s'arrête. Mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été mis, je veux dire, un petit peu dans le trou noir. Certainement pour me protéger, je pense, parce que je n'ai aucune idée, mais c'est certainement ça pour me dire, les douleurs, je suis quand même resté inconscient vers 25 minutes dans ma gravier, toi. Où ils pensaient que j'étais certainement mort parce que je saignais de la bouche. Les commissaires, parce qu'ils m'ont écrit après sur Facebook, parce que ça faisait quand même, je pense, mon 15e ou 16e 24 heures au Mans. J'ai fait les podiums au Mans. Je veux dire, et je roulais tout le temps dans les équipes françaises. Alors, automatiquement, les Français ils te supportent plus parce que tu es dans les équipes françaises. Alors, je sais qu'ils m'ont écrit et qu'ils m'ont dit que quand ils ont entendu la déflagration et le bruit, ils n'ont pas osé venir voir, toi. Ils ont mis un certain temps. Quand je dis un certain temps, ça n'a pas duré 5 minutes. Non, bien sûr, on est d'accord, mais dans leur tête, ils se sont dit, on va pas de suite, quoi. Oui, il est mort, tu vois. Je veux dire. Et puis, voilà, tout compte fait, heureusement, je veux dire, j'étais toujours là. Mais voilà, mais moi, je m'en souviens vraiment pas. Et c'est à quel moment que tu te rends compte, alors, de la gravité, évidemment, de cette chute? Alors, c'est très compliqué. J'ai eu la chance d'avoir ma compagne, qui, elle, est montée assez rapidement, parce qu'il a fallu d'abord qu'on la prévienne, parce qu'au début, il n'y a personne qui l'a prévenue. C'est parce que j'avais toujours un rituel, c'était un petit message avant de démarrer, bêtement, je vais partir, et je sonnais souvent après les essais, pour dire ça n'a pas été, parce que j'ai toujours en train de râler. Ça, c'est vrai. Ça a toujours été. Il n'y a jamais quelque chose qui a bien fonctionné. Tu vois. Ça, ouais. Ou c'était les pneus, ou il y avait quelqu'un qui m'avait gêné. C'est ça. Mais mes chronos n'étaient, même s'ils étaient déjà bons, mais je savais que jamais j'aurais pu satisfait. faire mieux. Ouais, Ouais. alors je disais, oui, il y avait ça. Et à chaque fois, je lui racontais, je dis, ouais, ça a été, oui, mais j'aurais pu faire mieux. Et ça. Mais voilà, c'est tout. Et ici, pas de message. Pas de message. Ça traîne. Je dis, oui, il parle peut-être avec l'équipe.
Puis ça traîne. Puis après, à un moment, elle voit sur un post sur Facebook, comme de quoi il y avait quelque chose de grave et tout ça. Puis après, tu sais, tout ce qui est Internet, directement, c'est l'extrême dans le De suite. dramatique, tu vois. Oui, oui. Alors là, elle a su contacter mon coéquipier, Chris, qui lui a dit c'est compliqué, il est parti au Mans. Alors elle est montée directement avec les voisins, parce qu'elle ne voulait pas monter seule. Et puis il fallait ramener le camping-car avec mon camping-car qui était au Mans. Alors elle avait pris le voisin en disant tu ramèneras le camping-car. Et ils sont venus me retrouver et elle a géré le médical qui a été très compliqué. Et moi, je veux dire, toute la période qui était au Mans, je veux dire, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours total. J'ai de l'accident jusque le rapatriement. Je me rappelle de rien. Pas de souvenir. Je vois les photos. Je dis, ah ouais. J'avais une broche extérieure qui était accrochée juste après le genou pour faire une traction parce que la jambe était passée à travers le bassin. Et Pas de souvenir. ben non, rien. Pourtant, oui, apparemment, il y avait la TV parce que je regardais la TV, mais que dalle. Et jusque que j'arrive à Liège, eh ben, est-ce que c'est, on va dire, le fait de sortir de l'avion, d'avoir l'air frais et ne plus avoir les médicaments que j'avais peut-être au Mans. Et là, à partir de là, je me rappelle franchement de tout. Ah oui, Mais avant ça, de rien. que dalle. Et tu parlais tout à l'heure des images. Tu n'as jamais voulu revoir les images de l'accident? On m'a demandé, et puis j'ai dit non, j'avais pas trop envie au début. Maintenant, ça me poserait pas trop de problèmes parce que j'ai accepté, tu vois. Mais au début, non, parce que je te dégoûtais. Et justement, c'était quoi le plus dur? La douleur, l'incertitude à ce moment-là de savoir si tu pourras remonter un jour sur une moto ou bien justement cette reconstruction parce que tu étais un peu cassé de partout, disons-le. Au moment même, c'était quand je vais pouvoir rouler, tu vois. Parce que c'était directement en me disant, je vais rouler, ça, en sachant pas la gravité de mes blessures, tu vois. Pour moi, dans ma tête, c'était, oui, il faut que ça refait. C'est ça. Il va une bientôt course avoir bientôt. Spa. Oui. Et parce que dans ma tête, c'était, faut imaginer que Spa, il y a eu les derniers 24 heures en 2003, si je dis pas de bêtises, où je les ai faits. Tu vois, j'ai fait les derniers 24 heures moto à Liège, qui étaient 24 heures de Liège. Et depuis ça, j'attendais que le championnat du monde revienne à Spa. Et c'est cette année-là où j'ai eu le grave accident qui avait justement les 24 heures moto qui revenaient à Spa. Alors oui, le moment même, je veux dire, quand j'étais tout au début à l'hôpital, je me dis, ouais, il faudrait que ça se refasse vite. Et puis après, j'ai commencé à comprendre que le bassin était complètement cassé, la jambe, puis les trucs. Et puis là, je me suis rendu compte que ça n'irait pas pour Spa. Et puis je me suis dit, oui, ça va pouvoir. Je veux dire, la prochaine course, ce sera plus tard, ça ira. Et puis, plus les semaines passaient, je me rendais compte que ce sera compliqué de pouvoir remonter sa moto. Et il se passe quoi justement dans ta tête à ce moment-là quand tu comprends que ça va devenir compliqué de pouvoir refaire ta passion finalement? Je me suis redirigé dans ma tête vers la voiture, où là, c'est plus accessible. Je n'ai toujours pas recommencé parce que je ne suis pas capable physiquement. Et dans ma tête, je me suis dit, oui, je vais faire la voiture. Et ça m'a peut-être aidé à me développer, à me refaire et puis essayer de m'entraîner, d'essayer de récupérer. Mais à l'heure actuelle, j'ai toujours rien refait, toi. Parce que je ne suis pas capable. Pourtant, j'y ai cru, hein, je veux dire, et j'y crois toujours, hein, je ne me baisse pas les bras, mais j'aurais pensé que ça aurait été plus vite. Mais la moto, voilà, la première année, j'ai été à Spa en chaise roulante où j'étais vraiment hyper faible. Parce que, je veux dire, je suis vraiment passé par la petite porte. Oui, tout à fait. J'ai fait des embolies pulmonaires massives où, étant sportif de haut niveau, j'ai su, je veux dire, passer outre de ça. Une personne quelconque était morte, tu vois. Faut t'imaginer que je me suis retrouvé dans le lit d'hôpital. Il m'arrivait, mais je suis sûr que je pourrais faire un livre. Mais à l'hôpital, c'était une catastrophe. Il m'arrivait mais quand je dis des couilles, mais on en rigole maintenant, hein. Mais vraiment, toi, j'ai des trucs, on pourra en raconter, on rigole vraiment. Et je sais que toute la nuit, j'ai sonné à ma compagne en disant, ça va pas, je me sens pas bien, je sais pas respirer. Elle me dit, appelle les infirmières. Je l'appelle l'infirmière, elle me donnait de la morphine. Elle me dit, ça va aller dans un quart d'heure, ça ira mieux. Une demi-heure, 1 heure après, ça va toujours pas mieux. Apparemment, j'ai sonné
toute la nuit à ma compagne. Alors, elle a téléphoné. Elle s'est énervée. Elle a dit, maintenant, vous allez le prendre, vous allez faire le scanner. En s'énervant, parce que elle a quand même du métier, elle savait vers où il fallait aller. Et l'infirmière qui était dans la salle, elle a dit, maintenant, vous arrêtez de téléphoner, c'est bon, on sait faire notre métier. Et puis, à 5h30, où j'avais déjà pris pas mal de médicaments, mais ça ne savait pas. On est parti au scanner, et là, ça a été l'alerte rouge. Il a fallu se dépêcher, parce que, oui, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas désaturé. En réalité, je suis passé de 40 pulsations, parce qu'au repos, c'était plus ou moins ce que j'avais en tant que sportif, à, je vais dire, 120, 130, mais sans être dans le rouge pour eux. Mais pour moi, qui est d'habitude, c'était déjà... Très bas, c'était déjà trop haut pour toi. Oui, c'est ça, mais trop haut. J'étais vraiment assez pris. Puis, au niveau respiratoire, j'avais vraiment perdu beaucoup. Et c'est quand j'ai fait l'examen que là, ils ont dit, vous devrez être mort, tu vois. Et il l'a dit. Et là, quand je me suis rendu compte que j'ai eu énormément de chance, c'est que quand il m'a expliqué, qu'il m'a dit, voilà, personne quelconque, elle était déjà morte depuis au moins 3 heures, tu vois. Il me dit, c'est parce que vous êtes sportif de haut niveau que vous avez compensé ça. Ok, mais je me dis, oui, quand même. Je veux dire, ça fait ça. Et est-ce qu'on revient justement, est-ce qu'on redevient le même après tout ça? Est-ce que un accident comme celui-là, ou tout ce que tu as traversé, évidemment, après cet accident, est-ce que forcément ça change un homme, un accident comme ça? Alors, l'accident lui-même, non, parce que je ne l'ai pas vécu. Comme je le dis bien, toi, c'est assez étonnant, mais je n'ai pas vécu l'accident. Je n'ai même pas de flash en disant, ah ouais, toi, je veux dire... non. Mais par contre, après, ouais, tu profites de la vie. Et ça a été le plus beau cadeau de l'accident, c'est de pouvoir profiter de la famille. Et ça, il n'y a pas de prix, tu vois, pour ça. Et là, tu te rends compte que oui, je veux dire, on passe par la petite porte, autant en profiter maintenant. C'est eux qui t'ont fait tenir dans toute cette rééducation qui, on le comprend, a été longue, ou psychologiquement, elle t'a mis aussi un coup. C'est ça qui t'a fait tenir? Je pense que oui, les petites, la famille en lui-même, toute la famille. Mais j'ai jamais baissé les bras une seule fois, tu vois. Depuis le début, j'ai toujours dit à Cora, j'ai toujours dit, oui, ça va aller, ne tracasse pas, ça va aller, tu vois. Mais ça, franchement, il y a rien de grave. Je vais remarcher normalement, je vais faire tout. Non, ça va aller. Et c'est vrai que ça porte énormément. Et puis j'ai eu la chance aussi, c'est d'avoir de la visite quand j'étais au Val d'Or, au centre de rééducation, de Roger Apps, le paraplégique qui est en chaise roulante. Et lui, il venait me dire bonjour. Et quand toi, tu sais que, oui, t'es mal, t'es dans ton lit, t'es avec une chaise roulante, pas la même que lui, parce qu'il y a de compétition, toi, t'as une bête du Val d'Or où elle va moins vite et tu sais pas faire la course. Mais je dis ça pour rigoler parce qu'on charrie souvent. Mais c'est vrai que tu te dis, putain, moi, je sais que je vais remarcher. Oui. Quand tu le regardes lui, et lui, il dit, ça va aller, tracasse pas, regarde-moi. Maintenant, je fais les Jeux Olympiques, j'ai été médaillé grâce à ça qu'il me fait. Il me dit, toi, ça va aller. Alors, tu te retrouves embêté parce que tu te dis, oui, effectivement, j'ai bien ramassé, j'ai bien mal, mais je sais que je vais récupérer, je veux dire, pratiquement tout. Si pas tout, j'ai une grosse partie, tu vois. Et ça aide aussi énormément parce que tu as quelqu'un qui vient te dire bonjour comme ça et qui te dit, qu'est-ce que t'as, tu vois? Oui. Ouais, et t'oses plus rien dire, tu vois. Oui. T'oses plus te plaindre, toi, t'es là, tu fais, ouais, ça va aller, oui, ça va aller. Et tu parlais évidemment où tu t'es assez vite, en tout cas dans ta tête, retourné vers les voitures. Mais la moto, dans tout ça, il y a quand même un manque, j'imagine, derrière tout ça. Énorme. Par exemple, je te disais, la première année à Spa, j'ai été en chaise roulante parce que j'en avais besoin, je voulais voir. Ça m'a fait mal au cœur. Je n'ai même pas su... je suis resté le maximum que je pouvais parce que j'étais fatigué aussi, mais j'avais mal au ventre. Franchement, j'étais triste. La deuxième année, je parle toujours des courses à Spa, du championnat du monde. Deuxième année où j'ai été, ça allait un petit peu mieux, mais voilà, j'avais pas de plaisir. Parce que ça allait un peu mieux physiquement, mais je n'aurais plus été capable de pouvoir rouler. À ce moment-là, je n'étais pas encore capable. Alors, ça me faisait mal, tu vois. Et puis après, j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, voilà, j'ai repris du plaisir quand même d'aller voir, d'aller pouvoir un petit peu donner 2-3 conseils.
Parce qu'avant ça, j'aurais pas su. Et puis voilà. Et ce qui me manque le plus, je pense, dans la moto, la compétition, bien sûr, les courses, mais où je suis le plus triste, c'est de ne pas pouvoir euh, donner mon expérience et toi, de partager cette expérience-là avec des autres pilotes. Pourquoi? Parce qu'on me pose la question, pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu ne saurais pas. Tu ne peux pas te permettre de dire, quand tu fais un coaching moto ou un entraînement pilote moto, tu es obligé de les suivre. Parce que le circuit est tellement grand que tu ne peux pas. Si on irait ce circuit de karting à Fort-Orchamps, il est petit, tu te mets au milieu, Oui. tu sais voir, on va dire que c'est avec 6 virages, tu te déplaces, tu revois les 3 autres. Ok, mais sur le grand circuit à Fort-Orchamps, j'ai déjà fait en scooter, tu vas voir un virage, tu te dis ok, je le vois passer 2 fois parce que ça prend du temps. Tu redescends, tu le vois passer encore 2 fois, puis la session est finie. Et tu sais pas travailler, toi. Je dirais, il faut travailler avec la caméra. Et ça, c'est le plus dur pour moi, honnêtement. T'aurais rêvé faire ça parce qu'on sait que voilà, ton accident a eu lieu, si je ne me trompe, en 2022. Tu pensais arrêter ta carrière, je pense, en 2025. Oui, c'est ce qu'on avait déjà eu l'occasion de parler. Voilà, Je c'est voulais ça. faire au moins 2 ou 3 fois Spa. Ah oui. C'était le but. Et ça aurait fait plus ou moins ça. Et j'aurais eu 45 ans à ce moment-là. Toi, j'aurais eu 45, 46. Je trouvais que c'était bien pour finir, je veux dire, en mondial endurance. Tu vois, j'aurais peut-être continué en classique. C'est ça. Pourquoi? Parce que là, la pression, je veux dire, du résultat est la même, mais le niveau, je veux dire, de la concurrence n'est pas la même, tu vois. Je veux dire, j'aurais pu me permettre de faire encore quelques saisons. Mais oui, le but aurait été de finir, je veux dire, on va dire, comme on vient de dire, en 2025, et puis peut-être faire du coaching pour pouvoir donner mon expérience et le savoir-faire. Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Motif? Euh, alors là, je vais être honnête avec toi. Là, je baisse un peu les bras parce que ça fait quand même 3 ans, 4 ans où je vais dire où tu es tout le temps je veux dire, au centre médical, kiné et tout ça, et tu travailles et tu vois pas d'évolution. C'est ça. Et à un moment, c'est bon, tu baisses les bras parce que toi qui avais de l'évolution, tu étais motivé. Quand il n'y a plus d'évolution, et là, tu baisses les bras. Et là, pour l'instant, sincèrement, je veux dire que je suis un peu dans la phase creuse où tu te dis, merde, voilà, je ne vois pas le bout du tunnel. Je parle pour pouvoir revenir physiquement assez fort ça. pour faire de la compétition dans n'importe quelle discipline, hein, que ce soit, même reprendre un peu de moto ou faire de la C'est voiture. Quoi. Et là, c'est plus compliqué. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir vivre, je veux dire, avec mes filles, de pouvoir aller les conduire, de pouvoir m'en occuper. Et ça n'a pas de prix, toi. Ça, c'est vraiment le seul point positif de l'accident. Tu voudrais revenir en tout cas sur deux roues? Ça reste un objectif pour toi ou bien pas un objectif à tout prix, mais en tout cas, voilà, si l'occasion se met un jour, peut-être? Oui et non. Oui, dans ma tête, oui. Dans mon cœur, oui. Non, pour ne pas faire subir aux filles ce qu'elles ont vécu. Ça a été difficile? Ouais, plus difficile que pour moi. Parce que pour moi, il n'y a jamais eu l'accident, tu vois. Si, physiquement, comme je t'ai dit, au niveau Oui. capital. Mais moi, je n'ai pas vécu. Alors, je veux dire, à part dire oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller, mais non, c'est plus les filles qui ont vraiment dégusté par rapport à moi. On arrive déjà doucement à la fin de cet épisode. Si tu regardes un peu le chemin parcouru dans tout ça de cette carrière qui s'arrête un peu plus tôt que prévu, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? De toute la carrière. Parce que oui, elle s'est arrêtée plus tôt prévu, mais j'ai la chance qu'elle s'arrête, je dirais, à la fin. Elle aurait pu s'arrêter dès la 2e année ou la 3e année, tu vois. J'ai eu cette chance-là de faire quand même pratiquement 22 ans de carrière, comme ça, je veux dire, où j'ai vraiment fait, et pouvoir vivre de ça aussi. Tu vois, j'ai quand même été 17 ans en professionnel, où j'avais quand même la chance de pouvoir, on va dire, je veux dire, pas gagner pour dire de gagner énormément d'argent, mais De pouvoir vivre de ta passion. La passion ne coûtait plus rien et pour le faire. Alors, toutes les courses ont été magnifiques, mais c'est sûr que quand tu fais podium, je veux dire, au général, aux 24 heures du Mans, je veux dire, on n'est quand même pas beaucoup de Belges à l'avoir fait. Et je vais dire, ça restera quand même, je dirais, il y a quand même les titres de champion du monde et 2 titres de champion du monde en Superstock. Il y a quand même vice-champion, je veux dire, en grosse catégorie, en LWC.
Franchement, tout ça, c'est acquis et on ne me le volera jamais. Et ça, c'est chouette, tu vois. Et de pouvoir avoir la chance aussi d'avoir eu beaucoup de personnes qui m'ont suivi. Mhm. Et ça, je ne me suis jamais rendu compte que quand j'ai été à Spa, quand j'étais en chaise roulante, Mhm. où les gens étaient heureux de me voir et me C'est dire ça. j'avais besoin de vous voir, on a été vraiment très touchés. Et je ne savais pas qu'il y avait autant de monde qui me suivait, toi, qui C'est m'aimait ça. autant. Mhm. Et ça a été très dur pour moi. Ah Parce oui? que, oui, parce que tu te dis, pour eux, ça s'arrête aussi. Mhm. Même si ça ne s'arrête pas, parce qu'il n'y a pas que moi. C'est ça. Mais tu te dis, ouais, les gens, ils venaient beaucoup pour moi et de ça. Et puis là, je ne suis plus là. Ça fait partie des regrets, ça peut-être, que tu as? Aussi, oui, oui. Le fait de ne pas pouvoir avoir satisfait tout le monde. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de tout ça ou comprennent peut-être aussi sur ce sport? Il y en a qui ne sont pas dans la moto. Enfin voilà, moi c'est un sport que j'aime beaucoup, donc, mais il y en a qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas peut-être Les enjeux que tu les penses? enjeux, les risques aussi à prendre. Il y en a qui trouvent ça peut-être un peu fou. Qu'est-ce que toi, tu aimerais que les gens Mais je suis retiennent? d'accord qu'ils peuvent comprendre que c'est un peu fou, mais c'est un sport à risque, oui, parce que tu roules à 300 km/h, mais vu que tes risques, ils sont quand même contrôlés et calculés, mais je dis que tu n'as pas plus de risques que le cycliste qui fait le Tour de France, tu vois. Mhm. Mais ce qu'il faut, c'est que voilà, chacun vit sa passion et il faut la faire à fond, et ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est ce qu'on va retenir évidemment pour aujourd'hui. Alors, je te propose de toi aussi, pour la fin de cette émission, d'écrire la phrase que tu pourras laisser au prochain invité. Je ne sais pas qui c'est. On me pose toujours la question, mais je ne saurais pas te dire qui c'est. Donc voilà, c'est vraiment une phrase à un sportif encore méconnu pour toi aujourd'hui. Une phrase qui, toi, t'a marqué ou voilà, qui t'a tenu durant ta carrière ou bien qui rappelle peut-être celui que tu es aujourd'hui. Voilà, tu peux vraiment écrire tout ce que tu souhaites sur ce petit papier. L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup, Greg, pour toutes ces confessions et puis d'avoir Mais été surtout, merci à toi. avec moi aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés cette fois encore. Et puis, si ça vous dit, il y a d'autres épisodes, je vous le rappelle, qui sont en ligne. On se retrouve bientôt déjà pour le 7e épisode. Alors, à très bientôt. Ciao.